décision. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Comment vous allez? Très bien, j'espère. Merci, bonne année à vous, ça va très bien, merci beaucoup. Blaise Lasme, vous êtes le secrétaire général adjoint chargé de la région des Grands Ponts du PPACI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez, Blaise Lasme? Tout va bien. Tout va bien? Merci beaucoup, bonne année à vous aussi. Et professeur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, historien, spécialiste des questions de défense et sécurité, analyse politique. Bonsoir et bienvenue, professeur. Comment vous allez? Un peu fatigué, mais ça va. Bon, ben, très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation malgré votre fatigue. Merci à vous, messieurs. Avant d'ouvrir le débat ce soir, je vous propose à vous, parce que nos téléspectateurs l'ont demandé, de respecter un certain nombre de règles. Laissez votre co-débatteur, interlocuteur, terminer son propos avant de l'interrompre. Pas d'injures, pas d'interruption. Je le rappelle encore une fois, il faut laisser le journaliste qui fait la modération faire son job. Si vous estimez avoir été visé, laissez-moi faire mon travail et on s'entendra. Merci beaucoup de respecter ces règles-là. On est tous d'accord là-dessus? Monsieur? On est d'accord. Ça marche. Bah, je vois des sourires, je vois des têtes qui acquiescent. Oui, ça va, ça va. C'est tant mieux. Merci beaucoup. Alors, je vous le disais, le président Alassane Ouattara a reçu jeudi le bureau des institutions de la République et les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Au cours de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a appelé les corps constitués à travailler au renforcement des acquis démocratiques pour consolider l'état de droit. Il a aussi exprimé son désir de continuer à servir son pays parce qu'étant en pleine forme, je vous propose de voir ce résumé de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan et on en parle juste après. Échange de vœux du Nouvel An au chef de l'État Alassane Ouattara à la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Les communautés diplomatiques sont les premières à être reçues. C'est le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Mauricio Ruida-Belz, qui a présenté les vœux des diplomates tout en saluant les progrès réalisés dans le pays ces dernières années. Le chef de l'État, à son tour, les a remerciés et rappelé la croissance économique du pays, qui est de 6,1%, et le climat de paix. La dernière attaque terroriste en Côte d'Ivoire date de 2020. Le chef de l'État a indiqué qu'il veille à la préservation de ce climat de paix. Pour ce qui est de son éventuelle candidature à la présidentielle prochaine, le président Alassane Ouattara dit qu'il n'a encore rien décidé. Il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Après les diplomates, c'était au tour des bureaux des institutions de la République et le corps judiciaire de présenter leurs vœux. C'est la magistrate hors hiérarchie Marcel Kouassi qui a eu l'honneur de parler au nom de ses pairs. Elle a salué l'accompagnement de l'État à travers la construction de nouvelles juridictions pour rapprocher la justice auprès des justiciables. Le chef de l'État les a encouragés à travailler au renforcement des institutions à l'état de droit tout en luttant contre la corruption. Face à tous les grands défis que nous avons le devoir de relever, je vous encourage à œuvrer efficacement à la lutte contre la corruption, au renforcement de nos institutions, à la consolidation de l'état de droit. Pour ma part, en tant que gardien de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mon devoir dans la consolidation dans l'état de droit est de faire en sorte que nos magistrats demeurent toujours compétents, impartiaux, neutres, parce qu'ils font preuve, en toutes circonstances, de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Les bureaux des institutions de la République, les communautés diplomatiques et les autorités judiciaires ouvrent ainsi le bal d'une série de présentations de vœux au président de la République. Lundi, les forces de défense et de sécurité prendront la main. Monsieur,
Je rappelle le contexte, nous sommes en début 2025. Cette année, la Côte d'Ivoire va connaître une élection présidentielle. Le chef de l'État a annoncé une date précise, le 25 octobre 2025. C'est le dernier week-end, en tout cas, du mois d'octobre. Jusque-là, toute la classe politique ivoirienne attendait que le président de la République se prononce ou donne en tout cas un indice sur sa candidature. Et beaucoup ont vite fait de voir dans sa déclaration cette semaine face au corps diplomatique le fait de dire « je suis désireux de continuer à servir mon pays ». Ça a été diversement apprécié. Et justement, on va entendre vos avis ce soir. On va commencer avec vous, Dr Ousmane Chérif. Quelle analyse faites-vous de ce discours du président de la République? Juste avant de rentrer sur le discours du président de la République, permettez-moi, au nom de mon parti, de faire une doléance à la nouvelle chaîne ivoirienne. Non, les doléances, c'est au préalable, avant le débat. Non, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. D'accord. Vous êtes invité, si vous avez des doléances, c'est moi qui vous invite. Vous nous faites part des doléances, oui. Mais pas sur le plateau. On vous pose une question, vous répondez. Si on rentre dans les doléances, finalement, on ne s'en sort pas. Donc je vous propose de répondre aux questions. Si vous avez des observations, des préalables, on en parle après l'émission et on en tient compte pour les prochaines émissions. Ne vous en faites pas. Merci Ali. Alors, je vous en prie. Pour interpréter un peu le discours du président de la République en face du corps diplomatique, pour moi, il faudrait d'abord qu'on mette en place une interprétation concernant les enjeux de la confiance qu'on peut accorder à la parole publique d'un homme politique. Donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis de nombreuses années, de nombreux hommes politiques font des promesses et des déclarations au peuple et par la suite ne les respectent pas. Au fur et à mesure que le paysage politique se développe ainsi, finalement on se retrouve avec une perte complète de confiance entre la population et les hommes politiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, j'ai compté un total d'environ 14 déclarations. Je dis bien 14 déclarations, dans lesquelles, de façon directe ou de façon indirecte, il a mis en évidence le fait qu'il veut sortir du paysage politique. 14 déclarations qui n'ont pas été faites sous l'effet de contraintes, qui n'ont pas été faites sous l'effet d'aucune pression. Ce sont des déclarations libres. Donc, on est en mesure de croire que ces déclarations-là étaient honnêtes, étaient des déclarations qui allaient être respectées. Déjà en 2020, plus de 80 personnes sont mortes, malheureusement, à l'occasion de la déclaration de candidature pour le troisième mandat. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, environ 15 ans après le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut accorder encore une valeur, une confiance à la parole publique d'un homme politique? C'est une question qui n'est pas forcément une question d'un parti politique, c'est une question que toute la jeunesse et que tout le système politique ivoirien est en train de constater. Vous souhaitez qu'on remette sur la place publique la valeur de la parole publique, surtout des hommes politiques? Des hommes politiques, et c'est déjà remis en question. Si vous remarquez, quand vous êtes en politique, à chaque fois, les gens vous répètent, est-ce qu'on croit, est-ce que vous, les hommes politiques, est-ce qu'il faut vous croire? Dans le cas d'espèce, vous le dites pour la parole du chef de l'État ou pour tous les hommes politiques? Non, je commence d'abord de façon générale. Très bien. À rappeler qu'au fur et à mesure, année après année, on se rend compte que dans le paysage politique ivoirien, la parole publique des hommes politiques ne vaut pratiquement plus rien. Chacun, on a vu des gens qui ont juré ne jamais adhérer à un certain parti politique. Aujourd'hui, ils sont assis tranquillement en train au restaurant. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la parole publique des hommes politiques a encore autant de valeur que ça l'était précédemment? Je rappelle ceci, je termine rapidement en rappelant que lors de la dernière interview au France 24 RFI du président de la République, la question qui lui a été posée, la réponse qu'il a donnée est tellement une réponse qui est frappante que cette question-là même, le fait de la poser sur un plateau de télévision est blessante pour la parole publique des hommes politiques. C'était quoi la question? Le journaliste lui demande, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous allez être candidat, est-ce que vous n'excluez pas d'être candidat en 2025? Le Président répond, ah non, non, non. J'ai fait trop de sacrifices. Je répète, c'est les mots exactement qu'il a utilisés. J'ai fait trop de sacrifices. Ah non, non, non. Il me sera difficile, voire même impossible, d'être candidat en 2025. Quand vous avez un président, vous allez regarder l'interview. L'interview dure plus d'une vingtaine de minutes. Il a répété au cours de cette interview plusieurs fois que ça ne l'intéressait pas du tout de continuer, que c'était pour transférer le pouvoir à une autre génération. Donc moi je dis que du bas de mon innocence politique, j'ai envie de croire que la parole politique d'un homme public peut encore l'engager. J'ai envie de croire que pour une fois, le président de la République, Alassane Ouattara, va respecter cette promesse-là. J'ai envie de croire qu'il est en train de faire complètement le contraire de ce qu'il a fait en 2020. En 2020, il a fait croire à tout le monde qu'il ne serait pas candidat et il a été. Je pense qu'en 2025, peut-être, je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, je pense que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2025. Je pense qu'il est en train de faire croire à tout le monde, effectivement, que cette fois-ci, il sera candidat en disant « je suis prêt à servir mon pays ». Beaucoup vont y croire, alors qu'en réalité, à la fin, il ne sera pas candidat. D'accord, très bien. Professeur Banga, analyse?
Ouais, écoutez, Est-ce que vous, quand vous entendez le président Ouattara dire je suis encore en bonne santé et désireux de continuer à servir mon pays, est-ce que vous pensez que c'est un indice qui fait penser que le président Ouattara sera candidat ou non? si c'est un indice qui fait penser qu'il sera candidat. Moi, ça fait plus d'1 an que je dis, finalement, vous savez, quand on compare à 2020, déjà, dans les années 2019, une année avant l'élection, déjà, on sentait monter la vague Amadou Gon Coulibaly, à tel point qu'en mars 2020, quand Alassane Ouattara cède à place à Amadou Gon Coulibaly, en réalité, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde voit bien qu'il y a quelqu'un qu'on prépare à la tâche. Regardez les discours, regardez les meetings, regardez, il y a toute cette orchestration. On ne la voit pas aujourd'hui. Rien que ça. La simple donnée politique me fait croire qu'aujourd'hui, pas qu'il n'y ait pas de gens en capacité, RHGP le dit lui-même dans sa demi-douzaine, mais tous les indices montrent que Alassane Ouattara sera candidat. Il l'a dit. Et la déclaration, et comme c'est ce qu'on attend chaque jour, hier, au-delà de la déclaration, on a commencé à répondre à toutes les questions que vous pouvez se poser. La première question pour lui, c'est est-ce qu'il regrette son choix de 2020, comme peut-être te rappelle, d'être là par force majeure? Il a dit non, je ne le regrette plus aujourd'hui. En 2020, je l'ai hésité, mais aujourd'hui, non, je suis convaincu. Pourquoi je suis convaincu? Parce que finalement, je vois que j'ai bien fait, parce que je fais un très bon boulot. Il essaie d'expliquer pour le faire. Deuxième chose, c'est de dire, est-ce que je le veux encore? Parce qu'on se dit, après 15 ans, tu peux gagner une certaine lassitude. Alassane Ouattara nous dit qu'il veut encore être candidat. Et troisième question, qu'il entend qu'on se pose, c'est la question de son état de santé. Il rappelle qu'il est en bon état de santé. Certains posent la question de la légalité. Il n'a pas abordé, parce que je suis d'accord avec lui, la question de la légalité du 4e mandat ne se pose même pas en termes de légalité. Si vous le répétez en cause, c'est pour répéter en cause le 3e mandat. La question de légalité, il faut chercher plutôt dans les autres partis, parce que lui, je ne la pose pas. Donc pour moi, la surprise serait qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat, parce qu'il a quand même... Mais il a quand même ouvert une porte en rappelant qu'il y a une demi-douzaine. C'est une toute petite fenêtre qu'il a ouverte. C'est votre analyse? Il a ouvert une toute petite fenêtre pour dire oui, éventuellement, j'ai la... Mais là, sur ce cas, oui. Je pense que le RHDP a des présidentiables. Demi-douzaine, il dit lui-même, mais le RHDP a des présidentiables. Institutionnellement, il y a le vice-président qui, théoriquement, quand vous êtes vice-président, ça veut dire qu'à toutes les heures, vous êtes prêt à gouverner. C'est pour ça que vous êtes là. Quand on voit le retour de Patrick Rachid dans le dispositif au cœur de l'État, on s'est dit, voici quelqu'un qui peut. Il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a plein de gars au RHDP qui peuvent prétendre. Mais aujourd'hui, que ce soit la machine RHDP elle-même, parce qu'il a dit, mon parti me l'a demandé. Mais la question ne se pose même pas pour le RHDP, on a peut-être un représentant du RHDP pour nous le dire. Donc pour moi aujourd'hui, tous les indices sont réunis pour que Alassane Ouattara soit candidat. En face, plutôt que de pleurnicher, il faut se dire clairement notre adversaire sera Alassane Ouattara. Il faut se mettre ça en tête. S'ils ne se mettent pas ça en tête, qu'ils pleurnichent et qu'ils espèrent qu'ils font nanani nanana, c'est bien beau pour le débat, comme on en fait tous les jours, mais la réalité c'est qu'ils ont 90% de chances aujourd'hui d'avoir pour adversaire Alassane Ouattara. Ce qui donne, à mon avis, c'est, pour terminer sur la question, c'est celui qui va le plus rassembler au sein du RHGP, celui qui va le plus se mobiliser au sein du RHGP. Et même si je pense que le RHGP est le favori pour l'élection, avec Alassane Ouattara, il est encore plus favori qu'avec quelqu'un d'autre. Très bien. Monsieur le maire, vous vouliez réagir tout de suite? Allez-y. Oui, je voudrais dire que c'est depuis 1994 que le président Alassane Ouattara a traversé des difficultés, des polymères, des blocages administratifs, judiciaires, etc., pour que finalement, en 2010, les Ivoiriens lui donnent sa chance. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait que de 2011 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens ont vu d'où le président Alassane Ouattara est parti avec la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Et il y a certes encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour nous, militants du RHDP, c'est clair. Il faut que les autres partis arrêtent de spéculer sur le candidat du RHDP. Je veux vraiment que cela soit clair. Si quelqu'un a peur, il a dit qu'il pense que le président Alassane Ouattara va respecter sa parole. Je ne sais pas de quelle parole il parle, mais s'ils ont peur, ils ont dit discipline. S'ils ont peur d'affronter Alassane Ouattara, je voudrais leur dire de commencer peut-être à trouver autre chose parce que Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Et puis, le mot restaurant qu'il a utilisé, il va vraiment falloir beaucoup plus que ce mot restaurant-là pour que les Ivoiriens, dont le quotidien aujourd'hui, à travers l'ensemble du territoire ivoirien, est impacté par des infrastructures qui leur apportent un meilleur quotidien. Il va falloir plus que l'appellation restaurant pour que les populations laissent Alassane Ouattara et réengager ce pays-là dans une aventure, surtout pas entre les mains de personnes qui l'ont déjà plongé ici. Nous étions ici, dans ce pays. Et donc Alassane Ouattara est bel et bien notre candidat. Je pense que s'il doit avoir des difficultés, sur le choix des candidats à l'intérieur d'un parti, ça n'est pas le RHDP. Les difficultés qu'ils ont avec la candidature de Tidiane Thiam, mais c'est à l'intérieur du PDCI qu'ils ont ce problème.
Ce ne sont pas les militants du PDCI, du RHDP qui discutent sur qui est légitime, qui n'est pas légitime à être le candidat du PDCI. Au niveau du PPAC, c'est la même chose. Nous, on ne s'en occupe pas. Nous avons voulu qu'Alassane Ouattara soit candidat et il a dit qu'il est désireux. Et le mot désireux n'a pas été choisi pour rien. Et ce désir vient donc pour être porté par l'engagement ferme des militants du RHDP déjà d'avoir Alassane Ouattara comme candidat et que la Côte d'Ivoire puisse continuer son chemin. Parce qu'avec ce président, vous le savez, nous sommes aujourd'hui en bonne place dans le Conseil des Nations et cela doit continuer. Joël Poté, comment vous réagissez? Merci bien, M. Ali. M. Diarra-Souba, je préfère. M. Diarra-Souba, d'accord. Merci bien, M. Diarra-Souba. Je pense bien que l'engagement militant, il est libre et volontaire. Et avant d'être militant d'un parti politique, on est d'abord le produit d'une nation. La nation est au-dessus de toutes nos organisations et formations politiques. La vie d'une nation, pour nous, est comparable à une course de relais, où chaque génération passe le flambeau à celle qui suit, et ainsi de suite. Quand une génération refuse de passer le flambeau, elle finira par s'essouffler, elle finira par s'épuiser, et certainement cela va causer des crises. La grandeur d'un homme politique ne se mesure pas à sa durée au pouvoir. Non. Nelson Mandela a fait 4 ans au pouvoir. Son nom traverse les époques. Son nom traverse les océans et même les continents. Je dis à la soirée. La grandeur d'un homme politique ne se mesure pas à sa capacité à traverser les générations. Et là, nous sommes en 1963 aux États-Unis d'Amérique. Quand Martin Luther King citait I Have a Dream, son célèbre discours. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noirs et blancs empruntent le même trottoir. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noirs et blancs sont assis côte à côte dans les mêmes classes. J'ai rêvé d'une nation dans laquelle noirs et blancs fréquentent les mêmes hôpitaux. Quand il prononçait ce discours, Barack Obama avait 2 ans. 45 ans plus tard, Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis d'Amérique. Un homme politique ne traverse pas les générations. C'est son combat et sa cause qui traverse les générations. Tout le monde est désireux de diriger le pays. Charles Blé Goudé est désireux de diriger le pays. Très désireux d'ailleurs. Et quand il rentrait au pays, le 26 novembre 2022, dans une démarche républicaine, il adressait des courriers aux autorités du pays, à toute la classe politique. On aura le temps de parler de Charles Blé Goudé. Revenons au sujet. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du président de la République? D'accord, non, c'est pour chuter. Oui, chuter donc, allez-y. Parce que le président de la République, en fait, a prononcé des phrases. Il a dit qu'il est désireux. Bien sûr, totalement. Désireux de diriger le pays. Charles Blé Goudé également est désireux de diriger le pays. Oui, ça, on l'a entendu. Voilà, Charles Blé Goudé, c'est un secret de polichinelle. Donc, je suis en train d'analyser le discours du chef de l'État et puis conclure, si vous me permettez. Allez-y. Voilà. Et donc, quand il est rentré au pays, bien entendu, à la suite des différents courriers qui ont été demandés ça et là, il n'y a pas eu de réponse. Ça ne l'a pas empêché directement d'aller rencontrer le peuple de Côte d'Ivoire. De Gaulle l'a fait en France à l'époque. Il a fait la même chose. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être celui qui l'a dévancé dans toutes les régions. Mais nous avons trouvé des populations enthousiastes, des populations chaleureuses. Les larmes, en fait, traduisaient souffrance endurée ou espérance nouvelle. Cette Côte d'Ivoire-là ne doit pas s'épuiser de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est une chance pour cette nation. Je suis bien obligé de vous interrompre. C'est pourquoi? Oui. Non, vous n'allez pas m'interrompre. Mais si, je suis obligé de vous interrompre. Moi, j'ai un conducteur. Je vous ai posé une question sur l'analyse que vous faites. Vous avez fait un développement en rappelant que les générations doivent passer le flambeau. Mais je reviens. Mais ça, on l'a bien entendu. Mais depuis un moment, bon voilà, je reviendrai à vous. C'est le désir du chef de l'État de diriger, non? J'exprime ce désir qu'il est partagé, en fait. Mais ça, j'ai bien compris. Vous me comprenez? Non, mais c'était pas ça l'objet de la question. L'objet de la question, ce n'est pas de demander si Charles Blé Goudé est désireux de diriger la Côte d'Ivoire. Ouais. L'objet de la question, c'était de savoir ce que vous inspire cette sortie du président de la République au moment où les débats se font sur sa candidature ou non, qui aura une incidence certaine sur la prochaine présidentielle. Mais on vous a bien entendu, on reviendra à vous de toutes les façons tout à l'heure. Yacouba Doumbia, c'est à vous. Alors, pour abonder dans le même sens que le professeur Arthur, le président, à mon sens, il sera bel et bien candidat. Parce qu'il a utilisé 3 mots ou 3 expressions qui amènent à croire cela. Le président a dit qu'il a eu raison de répondre à l'appel de son parti en 2020. Et tout cela, c'est pour situer le contexte dans lequel il prend cette décision. Il prend cette décision parce que ce sont les militants qui le veulent. C'est son parti qui le veut. Le deuxième mot fort, c'est de dire « je suis en pleine santé ». Comme pour couper court à tous ceux qui essaient de lier les questions de l'âge aux questions de santé. Donc il est en pleine santé, ça veut dire qu'il est encore bon pour le service
Et puis, le troisième mot fort, c'est le désir. Le désir qui est vraiment beaucoup plus fort que la volonté. Pour dire, avec tout ce que j'ai eu à réaliser, avec tout ce que nous voyons comme réalisation en Côte d'Ivoire, je suis désireux de poursuivre, d'apporter encore plus aux différentes populations de la Côte d'Ivoire. Donc au regard de tout ça, et quand on regarde l'évolution au niveau de l'échiquier politique, et Arthur l'a si bien souligné, avec Amadou Gon, il y avait vraiment toute une machine qui s'était mise en place. Or, à l'état actuel des choses, on ne voit pas justement cette machine-là, pour parler en termes de parallélisme des formes. Donc le président sera bel et bien candidat. Et après avoir échangé avec des personnes qui ont côtoyé le président pendant plus de 40 ans, ils ont dit une chose qui est quand même importante. Ils disent que le président est généralement en avance sur cette décision d'au moins 2 ans. C'est-à-dire qu'au moment où le président Alassane Ouattara est en train d'exprimer son intention de décision, c'est qu'il a déjà prise. Et enfin, quand on regarde le processus d'appel de ces militants, ça a commencé à la base depuis quasiment 2 ans. Les militants à la base, ils veulent que le président Ouattara soit leur candidat. Ensuite, il y a eu des responsables politiques de base. Ensuite, il y a eu des ministres. Et même le haut représentant du président de la République, M. Kone Kafana Gilbert, qui a été un peu plus précis. Il a dit qu'ils vont aller l'investir bientôt. Donc, à l'état actuel des choses, pour moi, le problème ne se pose pas. Mais comme on sait qu'il y a un maître du temps et des circonstances, donc le président ouvre une brèche pour dire c'est vrai que je n'ai pas pris ma décision et que dans mon parti, il y a une bonne demi-douzaine de personnes qui pourraient prendre le relais si éventuellement je décidais de ne pas partir. Mais à l'état actuel des choses, et ça c'est ma conviction, le président il est candidat. Blaise Las, comment vous réagissez? Je ne suis pas surpris. Ce qui me surprend par contre, c'est les arguties qu'on utilise pour légitimer une posture qui n'est pas légale. Vouloir même se présenter est illégal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi le lui interdit. La loi le lui interdit. Il y a une constitution qui ne remet pas en cause les acquis des anciennes constitutions. Je peux faire lecture des propos de Bakongo qui disait la constitution que les Ivoiriens vont avoir, celle d'aujourd'hui, dit en son article 183, la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Donc c'est clair. Ça élimine de facto le chef de l'État. Mais mieux, je vais abonder dans le sens de Touré Mouadou et même interroger ce qu'il a dit. Il a dit que le président Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo qui dit quelque chose et pense autre chose. Sa conception de la politique n'est pas l'art de la roubladise.